Au début du récit, nous sommes transportés dans un temple Shaolin où arrive un maître nommé Yuan, accompagné d'un nouvel élève, un jeune homme du nom de Xiao-Ho. Maître Yuan le présente alors à un autre disciple, Jun Bao. Comme Jun Bao s'entraîne là depuis plus longtemps, Maître Yuan demande à Xiao-Ho de l'appeler aîné. Xiao, cependant, se sentant plus âgé, propose un marché. Il accepte d'appeler Jun Bao aîné devant leur maître et les autres. Mais lorsqu'ils sont seuls, c'est Jun Bao qui doit l'appeler ainsi. Dès lors, les deux garçons deviennent rapidement inséparables et passent presque tout leur temps ensemble. Un jour, alors qu'ils observent d'autres élèves s'entraîner, ils sont soudainement agressés par un disciple plus âgé, Chongku, connu pour brutaliser les plus jeunes. Bouleversés par cet incident, Jun Bao et Xiao-Ho se rendent aussitôt auprès de Maître Yuan. Devant lui, il lui demande de leur enseigner le kung-fu. Maître Yuan, comprenant leurs véritables intentions, leur rappelle que le kung-fu ne doit servir qu'à aider autrui et non à se venger. Le lendemain, Su-Ho, toujours rongé par la colère, persuade Jun Bao de se venger de Chonggu. Malheureusement, à cause de l'innocence de Jun Bao, ils sont rapidement découverts et punis. Chonggu est puni par son propre maître, Maître Yi. Dans la hiérarchie du temple, Maître Yi est supérieur à Maître Yuan. Chonggu se croit donc autorisé à brutaliser les autres, persuadé que son maître est d'un rang supérieur au leur. Lorsque Maître Yuan apprend que ses élèves sont punis, il feint de les réprimander sévèrement devant Maître Yi. En réalité, il agit ainsi pour pouvoir leur donner à manger en secret. Le temps passe, et sans qu'ils s'en rendent compte, les deux garçons sont devenus adultes. Ils enchaînent les entraînements et se révèlent bien plus assidus que les autres élèves. De ce fait, leurs compétences surpassent rapidement celles de leurs camarades. Leur aventure commence ici. Bienvenue dans le monde du tai chi. Malgré leur enfance commune, leurs personnalités sont diamétralement opposées. Jun Bao reste bienveillant et compatissant, tandis que Sho devient arrogant et ambitieux. Un matin, au petit déjeuner, Chonggu sème à nouveau la pagaille. Il tente de renverser Jun Bao qui porte du riz. Mais cette fois, Sho se défend. Fou de rage, Chonggu menace de tout faire pour qu'il échoue à son prochain concours de promotion. Entendant cette menace, Su-Ho jure de vaincre Chonggu et de prouver sa supériorité. Peu avant la cérémonie de passage de grade, il espionne secrètement Maître Yi pendant qu'il s'entraîne à la puissante technique de la paume du Bouddha. Su-Ho commence à étudier ce mouvement seul, malgré l'interdiction formelle qui l'entoure, car cette technique est réservée aux véritables maîtres. Bientôt, le jour de la cérémonie arrive enfin. Ce jour-là, les disciples doivent s'affronter pour déterminer les 4 combattants les plus forts, dignes de progresser. Dès le premier combat, Xiao affronte son rival de toujours, Chonggu. Une fois les deux hommes prêts, le combat commence. La bataille est féroce et équilibrée, mais Chongku triche soudainement en jetant de la poudre au visage de Sho, le déstabilisant. Furieux de cette tactique déloyale, Su-Ho manque de perdre le contrôle et est sur le point de blesser gravement Chongku. Maître Yi intervient juste à temps et arrête l'attaque, réprimandant sévèrement Xiao-Ho pour son arrogance. En guise de punition, Maître Yi décide d'expulser Xiao du temple Shaolin. Jun Bao tente de défendre son ami et d'expliquer la vérité, mais ses efforts ne font qu'exacerber la colère de Maître Yi. Xiao, furieux, riposte avec frustration, provoquant l'attaque de Maître Yi. S'ensuit un affrontement direct entre le maître et l'élève. Durant le combat, Su-Ho utilise la technique interdite de la paume du Bouddha, ce qui ne fait qu'attiser la colère de Maître Yi. Ce dernier ordonne alors aux autres disciples de s'emparer de Su-Ho et de Jun Bao, puisque Juna a pris sa défense. En infériorité numérique, les deux jeunes hommes sont contraints de se défendre contre de nombreux assaillants. Contre toute attente, Jun Bao tient tête à ses adversaires et ensemble, ils parviennent à combattre côte à côte, malgré leur infériorité numérique. Au milieu du chaos, Maître Yuan arrive et les sauve. Xiao-Ho et Jun Bao s'excusent aussitôt auprès de lui. Malgré cela, ils sont expulsés du temple. Avant leur départ, Maître Yuan leur conseille de tirer des leçons de la vie hors des murs du temple. Il leur explique qu'en préservant leur cœur et leurs émotions, ils découvriront des enseignements qu'ils n'auraient jamais pu apprendre à l'intérieur du temple. Maître Yuan remet ensuite à Xiao un livre censé lui apporter la paix intérieure chaque fois que son arrogance et son ambition le mèneraient à des ennuis. Il craint que le caractère de Xiao ne lui cause un jour de grandes difficultés. Quant à Jun Bao, Maître Yuan ne ressent aucune émotion particulière à son égard. Sans la moindre inquiétude, confiant que le bon cœur de Jun Bao le protégerait toujours, les deux amis quittent le temple après s'être dit au revoir. Peu après, Xiao et Jun Bao arrivent au cœur de la ville. Affamés et sans le sou, ils tentent de mendier mais sont chassés. C'est là qu'ils rencontrent une femme errante nommée Xiaolin à la recherche de son mari disparu.
Non loin de là, une jeune femme, Mademoiselle Lee, est témoin de la torture d'un marchand par une bande de malfrats. Elle intervient en volant l'argent des bandits et en le rendant aux marchands. Comprenant son geste, les malfrats topiques la poursuivent et l'attaquent. Mademoiselle Lee se révèle être une combattante aguerrie et riposte avec force. Alors qu'elle commence à être submergée, CHO et Junbao interviennent. CHO vient au secours de Mademoiselle Lee tandis que Junbao affronte les bandits de front. Le bruit attire l'attention des soldats du gouvernement qui arrivent rapidement pour les capturer. Le groupe s'échappe de justesse, parvenant à survivre en se déguisant et en disparaissant sans être vu. Peu après, un cortège mené par le chef du gouvernement traverse la région. En son centre se trouve le gouverneur Lu, un dirigeant impitoyable et connu pour opprimer son peuple. Ses soldats tabassent brutalement quiconque se dresse sur son chemin. Témoin de ces scènes, Junbao est profondément troublé et révulsé par la cruauté du gouverneur. Sio, animé par l'ambition, réagit tout autrement. Au lieu de dégoût, il éprouve de l'admiration et rêve de devenir comme le gouverneur. Ce soir-là, Mademoiselle Lee invite Sio et Junbao à dîner dans un restaurant voisin. À l'intérieur, ils aperçoivent Sio Lin, assise seule, un verre à la main, perdue dans ses pensées pour son mari disparu. Peu après, la sœur cadette du gouverneur arrive au restaurant avec son amant. À la grande surprise de Sio Lin, cet homme n'est autre que son mari, Mu Rangbai. Le cœur brisé, Siolin s'approche de lui et lui remet son sanjian en guise d'adieu. Alors que Sulin tente de partir, la sœur du gouverneur, qui la prend déjà en grippe, lui arrache l'instrument du pied et l'agresse. Une bagarre éclate et, lorsque la sœur du gouverneur est vaincue, Muang Bai chasse froidement Siolin et la frappe. Incapable de rester les bras croisés, Junbao intervient pour protéger Siolin et bat Muang avec ses gardes. Peu après, des soldats du gouvernement arrivent, alertés par le bruit, et tentent d'arrêter tous les participants. Heureusement, ils parviennent à s'échapper et à se cacher. Plus tard dans la nuit, ils retournent au restaurant pour soigner les blessures de Siolin. Suho et Junbao sont autorisés à rester et à se reposer. Alors qu'il s'apprête à dormir, Suho commence à se sentir insatisfait de sa vie actuelle. Son ambition grandit et il est déterminé à rejoindre l'armée gouvernementale, persuadé qu'elle lui apportera confort, pouvoir et la possibilité de dominer les autres. Peu de temps après, les deux hommes sont réveillés par une conversation surprise entre les clients du restaurant qui viennent de voler le gouverneur Lu. Ils découvrent alors que le restaurant est en réalité une cachette de rebelles. Le groupe vole l'argent des impôts collectés par le gouverneur et le redistribue à la population. Le lendemain, pour gagner de l'argent, Sio et Junbao donnent un spectacle public en plein centre-ville. Sio se propose comme cible, offrant à quiconque paie une pièce de monnaie le droit de le frapper une fois. Un homme s'avance alors et paie 50 pièces, frappant Sio 50 fois sans ne lui causant aucune douleur. L'homme, toujours curieux, surpaye et ordonne à ses gardes de les attaquer. Loin d'être blessés, les deux amis sont ravis, l'argent continuant d'affluer. Au comble de leur succès, le bras droit du gouverneur arrive pour percevoir les impôts. Juno refuse catégoriquement, tandis que Sio lui remet volontiers tout l'argent. Saisissant l'occasion, Ho demande à être enrôlé comme soldat du gouvernement en échange. Le fonctionnaire leur ordonne de le frapper en guise de preuve de loyauté. Sans hésiter, Suho obéit, tandis que Junbao refuse catégoriquement. Dès lors, les deux amis prennent des chemins différents. Poussé par l'ambition, Suho choisit de devenir soldat du gouvernement. Junbao, ne supportant pas l'oppression, choisit de rejoindre les forces rebelles. Un an plus tard, Junbao est pleinement intégré au groupe rebelle et vit avec eux comme un membre de la famille. Un matin, pendant le petit déjeuner, des soldats du gouvernement arrivent pour percevoir les impôts. Bien que le paiement ait déjà été effectué, les soldats refusent d'écouter et continuent de les harceler. La tension monte rapidement, les soldats deviennent agressifs et commencent à agir violemment. N'y tenant plus, Siolin et Mademoiselle Lee ordonnent à tous de fermer le restaurant. Peu après, une bagarre éclate. Après la défaite des soldats, l'un d'eux parvient à s'échapper. Junbao se lance aussitôt à sa poursuite jusqu'à la caserne. Avant que la situation ne dégénère, Sio intervient, arrête le soldat et le tue sur le coup. Grâce à cet événement, les deux amis, séparés depuis longtemps, se retrouvent enfin. Lors de leur retrouvailles, Sio exhorte Junbao à se tenir à l'écart des rebelles. Il est convaincu que la rébellion ne mènera jamais au succès ni au pouvoir. Junbao, cependant, refuse de les abandonner. Pour lui, toute forme d'oppression doit être combattue, quel qu'en soit le prix. Malgré leurs convictions divergentes, les deux amis restent proches, même après une année entière de séparation. L'histoire se déplace ensuite à la caserne,
où un concours est organisé pour désigner le plus fort des soldats. Le vainqueur sera promu général. Persuadé qu'aucun autre n'en est digne, l'ambitieux Shuo se présente et défie tous les autres. Soucieux d'impressionner le gouverneur, il terrasse tous ses adversaires avec une facilité déconcertante. Pourtant, après avoir assisté au combat, le gouverneur s'en va, jugeant les agissements de Shuo excessifs. Déterminé à ne pas laisser passer cette chance, Shuo implore le bras droit du gouverneur de lui accorder une dernière opportunité. Il promet de prouver qu'il mérite véritablement la promotion et laisse entendre qu'il est prêt à tout pour y parvenir. Le lendemain, Shuo met son plan machiavélique à exécution. Il se rend au restaurant où se cachent les rebelles et les exhorte à partir immédiatement, les avertissant que les forces gouvernementales sont en route. À peine a-t-il prononcé ces mots que des dizaines de soldats arrivent et encerclent le bâtiment. Le dernier chef rebelle est capturé et exécuté sur le champ. Après le massacre, les rebelles décident de lancer une attaque avec l'aide de groupes alliés. En entendant cela, le commandant Ho propose aussitôt son aide. Il prétend connaître le moment idéal pour l'assaut, expliquant que la plupart des soldats quitteront la caserne après-demain. Se fiant à ces informations, les rebelles acceptent de mener l'attaque. Et lorsque le jour prévu arrive, 18 rebelles pénètrent dans la caserne militaire sous la direction de Sio. Le calme qui règne dans les environs les convainc que les soldats sont bel et bien partis. Lorsque Sio les conduit vers le repère du gouverneur, ils avancent avec confiance. Mais à mesure qu'ils approchent, des centaines de soldats gouvernementaux les encerclent soudainement. À cet instant, ils comprennent la vérité. Sio les a trahis. Il est déjà trop tard pour s'échapper. Une bataille brutale et inégale éclate entre les rebelles et les forces gouvernementales. En infériorité numérique et submergés, presque tous les rebelles sont tués. Dans les derniers instants, Jun Bao est le seul à survivre et à être secouru. Pour tout ce qu'il a fait, Sio Ho est récompensé par une promotion du gouverneur. Même trahir son ami le plus proche ne lui fait rien, du moment que son ambition est assouvie. Impressionné par les capacités de Jun Bao, le gouverneur ordonne à Ho de le contraindre à rejoindre le gouvernement. Si Jun Bao refuse, Sio reçoit l'ordre de le tuer. Pour exécuter cet ordre, Sio conçoit un nouveau stratagème. Il attire Jun Bao en prenant Shiolin en otage, sachant qu'elle a déjà été capturée. Comme prévu, cela ne prend pas longtemps avant Jun Bao arrive, déterminé à la sauver. Revoyant Jun Bao, Sio l'exhorte à rejoindre le gouvernement. Jun Bao refuse catégoriquement, affirmant ne plus reconnaître l'ami qu'il a trahi pour l'argent et le pouvoir. Furieux de ce refus, Sio attaque et les deux anciens amis sont finalement contraints de s'affronter. Jun Bao était finalement vaincu, Seo étant devenu bien plus fort que lui. Grièvement blessé, Jun Bao parvient à s'échapper grâce à l'aide de Shaolin. Il est ensuite conduit dans un refuge secret pour se rétablir. Si ses blessures physiques ne sont pas graves, sa douleur morale est bien plus profonde. La trahison de son ami le plus cher le brise complètement. Jun Bao sombre dans une profonde dépression, perdant tout contact avec la réalité et toute conscience. Les jours se transforment en mois, et au lieu de s'améliorer, son état ne cesse de s'aggraver. Il sombre de plus en plus dans l'instabilité mentale. Durant tout ce temps, Xiolin et un prêtre dévoué restent à ses côtés, refusant de l'abandonner et faisant tout leur possible pour le guérir. Un jour, alors qu'il se promène dans un champ avec Xiolin, Jun Bao est témoin de moments qui lui rendent peu à peu conscience. Dans ce havre de paix, il comprend enfin que, aussi amère que soit la vérité, il doit apprendre à se libérer du fardeau qu'il porte. Après cette prise de conscience, Jun Bao se souvient d'un livre que son maître lui avait offert. Le texte évoque l'énergie de l'univers et comment sa compréhension peut apporter la paix intérieure. Il se met à l'étudier en profondeur et découvre des leçons qui façonnent peu à peu sa vie et son approche des arts martiaux. Grâce à ce savoir et à sa connexion au monde qui l'entoure, Jun Bao crée involontairement un nouvel art martial. Il le nomme Tai Chi, une discipline ancrée dans l'équilibre universel du yin et du yang. Une fois complètement rétabli, Jun Bao se consacre à la maîtrise du Tai Chi, s'entraînant avec patience et discipline. Pendant ce temps, à la caserne du gouvernement, Sio entraîne ses soldats avec une cruauté extrême. Son ambition a consumé le peu de conscience qui lui restait. Quiconque ose s'opposer à ses ordres est exécuté sur le champ. Il va même jusqu'à tuer le bras droit du gouverneur pour avoir osé le contredire. Bien que les soldats semblent lui obéir, il le méprise profondément pour ses traitements inhumains. Insatisfait, Sio reste obsédé par l'élimination de Jun Bao.
Il traque sans relâche la cachette de Junbao, tuant brutalement quiconque il soupçonne de le protéger. Bientôt, la nouvelle des atrocités de Sio parvient aux oreilles de Junbao. Réalisant à quel point son ancien ami a sombré, Junbao décide de l'arrêter, même au péril de sa vie. À ces mots, Xiaolin propose un plan pour mettre fin au règne de violence de Sio, prendre le gouverneur en otage et le contraindre à ordonner à Suo de cesser ses agissements. Fort de ce plan, Junbao et Xiaolin interceptent le cortège du gouverneur se rendant auprès de l'empereur. Le gouverneur refuse de se rendre et une violente confrontation éclate. Finalement, il est capturé et conduit directement à la caserne. Une fois sur place, Junbao et Xiaolin sont immédiatement encerclés par des centaines de soldats. Le gouverneur étant retenu en otage, les soldats hésitent et n'osent pas attaquer. Peu après, Suho arrive et déclare clairement que rien de ce qu'a fait Junbao ne l'arrêtera. Il croit que son propre pouvoir surpasse de loin celui de Junbao. Junbao ne répond qu'en l'exhortant. Suho tente d'abandonner sa cruauté, mais l'ambition a complètement consumé Shuho. Ignorant l'avertissement, il lance une attaque. Alors que le combat fait rage et que Shuho commence à perdre du terrain, il ordonne à ses soldats de frapper Duna. Les troupes refusent, retenus par l'ordre du gouverneur de ne pas intervenir. Furieux que le gouverneur fasse obstacle, Sio le tue brutalement sur le champ. Au lieu d'inspirer l'obéissance, cet acte ne fait qu'attiser la haine des soldats envers Shuho. Sans alliés et sans espoir de victoire, Shuho se lance dans une ultime attaque contre Junbao. Finalement, Suho est vaincu et meurt, rongé par l'ambition et la cupidité qui ont consumé son âme. Après la bataille, Junbao décide de se séparer de lui. Il retourne au temple Shaolin pour livrer Xiaoho. Les cendres de Xiaolin reprennent sa vie de voyageuse errante. Dans les derniers instants du récit, après avoir inhumé Suho, Junbao s'installe sur le mont Wong. Il y fonde une école de tai chi appelée Butongpi. À ses débuts, il n'a que 7 élèves, connus plus tard sous le nom des 7 guerriers Butong. Ces 7 disciples sont ceux qui, un jour, répandront le tai chi à travers le monde. Ainsi, la morale de l'histoire est que la quête effrénée du pouvoir vous transforme en un adversaire redoutable, tandis que la paix intérieure libère discrètement le divin.